Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, notre collègue Laurier Lacroix reçoit Claude Corbeau qui nous parle de son parcours de professeur et de gestionnaire universitaire, de même que de ses publications. Claude Corbeau a été recteur de l'Université du Québec à Montréal de 1986 à 1996 et de 2008 à 2013. Claude Corbeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre Histoire en tête. Aujourd'hui, donc, on va explorer quelques-unes de vos nombreuses vies. On sait qu'une vie en contient plusieurs et dans votre cas, vous avez été à la fois un professeur et gestionnaire, vous êtes un historien et toujours prolifique et également très impliqué dans la vie citoyenne. Donc, on va explorer quelques-unes de ces facettes. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser une question puisqu'elle me fascine lorsqu'on regarde la liste de vos publications, c'est qu'elles sont souvent signées de deux personnes. Vous vous associez à un autre auteur. Et d'où vient ce besoin, ce désir, cette volonté de demander à quelqu'un d'autre de travailler avec vous pour préparer vos textes? Sans doute de la conscience que j'ai de la limite de mes talents personnels. Non, plus sérieusement, ça dépend des livres. Certains livres sont des collectifs que j'ai imaginés, mais pour la rédaction desquels j'ai conscrit de nombreux collaborateurs et collaboratrices. Par exemple, j'ai fait un livre sur les monuments intellectuels québécois du 20e siècle. J'ai choisi les monuments intellectuels, les livres dont il sera question, mais j'ai trouvé des spécialistes pour parler de chacun d'eux. Dans d'autres cas, c'est que j'ai travaillé avec des étudiants de maîtrise pour m'aider à ramasser des textes. Par exemple, j'ai fait des anthologies sur l'éducation au Québec ou sur l'idée d'université au Québec. Mais là, il fallait fouiller des quantités de revues. Donc, j'ai travaillé avec des gens pour m'aider, mais j'ai toujours voulu leur rendre le crédit. Mais il faut dire aussi que dans ma vie administrative, je travaillais en équipe. C'est une façon plus efficace, je pense, de réaliser des choses, même si ça prend plus de temps. Parce que vous convoquez souvent les sources elles-mêmes. Vous êtes très généreux vous avez fait des anthologies de sources, de textes. Et c'est comme si, à la fois, l'auteur lui-même était historien, son propre historien, puis vous demandez au lecteur de devenir interprète également, parce que vous lui fournissez tous les outils pour faire sa propre histoire. Mais vous savez, vous avez fait état de mon travail d'historien. En réalité, je ne suis pas historien. Je n'ai jamais été diplômé en histoire, mais j'ai toujours été fasciné par l'histoire, par la discipline historique et par l'histoire avec un grand H. Et j'ai toujours voulu contribuer à la faire mieux apprécier par les citoyens, des citoyennes ordinaires. Et en ce sens-là, oui, j'ai essayé de rendre accessibles des documents dont je pensais qu'ils pouvaient intéresser beaucoup de gens. Donc, on laissera à la postérité de décider si vous êtes historien ou pas. Absolument. Mais disons que vous avez contribué quand même à notre connaissance de plusieurs personnalités, dont on y reviendra dans quelques instants. Mais j'aimerais d'abord évoquer avec vous votre carrière de professeur et d'administrateur à l'UQAM, où vous avez commencé, vous êtes entré à l'UQAM au tout début de l'institution, relativement jeune, et vous avez fait donc une carrière très importante, très fructueuse à l'UQAM. Et donc, comment est-ce qu'on se prépare à faire une carrière dont on ne sait pas ce qu'elle sera? Parce qu'on sait que c'est le cas aujourd'hui. On dit aux jeunes, vous allez faire 20 métiers qui n'existent pas encore. Mais dans votre cas, vous avez une formation en philo. Et là, vous débouchez sur les sciences politiques et l'administration. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à tous ces changements, finalement? En fait, quand j'étais jeune, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, je pense, la philosophie, j'aurais pu aussi choisir l'histoire, j'avais une attirance, un désir pour la vie intellectuelle, la vie de l'esprit. Et donc, le débouché le plus naturel, c'était la fonction de professeur. Et c'est ainsi que je suis entré dans le métier de professeur, effectivement, à l'ouverture même de l'Université du Québec à Montréal, à l'automne 1969.
J'ai aimé enseigner. La preuve, c'est que j'y suis revenu plus tard dans ma carrière, après avoir fait 2 décennies de tâches administratives. J'ai aimé l'enseignement, mais dans le contexte de l'Université du Québec à Montréal du début des années 70, il y avait toutes sortes de tâches de gestion à remplir. Alors, j'y ai mis le petit doigt et progressivement, comme semble-t-il, j'avais quelques talents, j'ai continué dans des tâches administratives. Mais si j'avais suivi le désir de mon père, qui voulait absolument, mon père était notaire de son état, il voulait absolument que je fasse des études de droit, peut-être que j'aurais eu une carrière plus rectiligne. Mais encore, que sait-on de ce que la vie nous réserve? Donc, j'ai saisi des occasions au fur et à mesure qu'elles se présentaient. J'ai accepté des mandats administratifs dans l'université. Ça m'a assez bien réussi, du moins à mes propres yeux. Et en 1986, le rectorat est devenu disponible. Alors, j'ai posé ma candidature et je suis devenu recteur à ce moment-là. Donc, mais j'avais appris le métier de gestionnaire de sorte que ça s'est fait progressivement. Mais un jour, on m'a dit que je ne devais plus continuer au rectorat, on étant le corps professoral. Et à ce moment-là, mes collègues, mes anciens collègues du département de sciences politiques, en 1996, m'ont dit « Est-ce que tu veux revenir au département? » Je leur ai dit « Faites-moi une offre et je reviendrai. » Et j'ai fait une 12aine d'années d'enseignement, avec encore une fois beaucoup de plaisir. Donc, je suis un homme fortuné d'avoir fait des tâches très satisfaisantes en termes intellectuels, en termes professionnels. Donc, vous diriez que c'est à la fois un intérêt personnel que vous aviez très jeune, qui vous a amené vers la philo, et de la philo vous a amené aux sciences politiques, ce qui est un peu... En fait, pratiquement parlant, lorsque j'étais en ce qu'on appelle autrefois la belle lettre, la rhétorique, les 2 tiers du cours secondaire, l'histoire me passionnait. Mais après ça, j'ai rencontré la philosophie, puis elle m'a séduit. Et entre-temps, j'avais fait un peu de sciences politiques. C'est la raison pour laquelle les 3 composantes figurent dans ma formation. Et, comme vous le savez, je suis une des dernières générations du cours classique. Et ce que je retiens, moi, du cours classique, c'est la perspective historique et l'ouverture sur des civilisations qui nous ont façonnés. Et donc, pour moi, fondamentalement, je pense que j'ai plus un tempérament d'historien que de philosophe ou de politologue. Mm-hmm. Est-ce que, donc, vous connaissez, vous grandissez avec l'UQAM, quels étaient les défis qui se posaient à un recteur en 1986, lorsque vous prenez le poste pour la première fois? En 1986, disons, mon premier séjour au rectorat m'a confronté à des défis comme, par exemple, développer physiquement, construire le campus. Il y a des pavillons qui se sont construits pendant que j'étais recteur. Je n'étais pas le seul impliqué là-dedans. J'avais une collègue à l'administration aux finances qui faisait très bien les choses. Donc, construire le campus, construire les études supérieures, 2e et 3e cycle, construire et développer la recherche et la création, assurer un meilleur financement à l'université, ce qui est un problème récurrent. Et on discutait aussi beaucoup à l'époque de changer le statut de l'UQAM à l'intérieur du réseau de l'Université du Québec. Et de fait, pendant mon premier mandat au rectorat, je pense qu'il y a eu du développement d'études supérieures, il y a eu construction de nouveaux pavillons, il y a eu développement d'un statut particulier pour l'UQAM. Ça, c'était les défis, je pense, à ce moment-là. Quand je suis retourné au rectorat en 2008, la conjoncture était un peu différente, au sens où l'Université du Québec à Montréal était coincé par des développements immobiliers qui menaçaient de la ruiner financièrement. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il a fallu faire, c'est sortir l'UQAM du drame de l'îlot voyageur, assurer qu'on n'emporte pas des séquelles financières intolérables à long terme. Il a fallu aussi, je pense, contribuer à revaloriser l'image de l'Université du Québec à Montréal dans le milieu montréalais, dans le milieu québécois. Alors, les défis étaient différents à chaque occasion. Puis quand je suis devenu recteur pour la 2e fois, j'étais plus vieux, je sortais du corps professoral, ce qui est, à mon avis, extrêmement important, parce que les professeurs, dans le fond, ont plus de respect pour un professeur que pour un bureaucrate de carrière. Donc, puis j'avais 62 ans, puis je me disais, bon, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, hein? Alors donc, c'est deux périodes très différentes, 2 séries de défis très différents. Et je pense que j'ai été plus heureux et plus efficace à mon 2e passage au rectorat. Comme professeur, vous vous êtes surtout intéressé, je pense, à l'histoire des États-Unis, en fait,
à la Constitution, aux sciences, à la vie politique des États-Unis. Comment est-ce que cette spécialité, si on peut dire, parce que ça en est une, s'est développée dans votre cas? Comment vous êtes-vous intéressé à cette civilisation? J'ai découvert le système politique des États-Unis lorsque je terminais mon cours classique, puisqu'il y avait une option de sciences politiques et il y avait un cours sur le système politique des États-Unis. J'ai fait une thèse de doctorat sur un obscur économiste, sociologue américain du nom de Thorstein Veblen, que personne ne connaît. Je me suis toujours intéressé à la réalité américaine et c'est ainsi que quand je suis revenu à l'enseignement en 2008, le cours d'introduction aux États-Unis n'avait pas de titulaire. Alors j'ai offert de le prendre et je l'ai construit. J'ai publié un manuel qui vient tout juste de connaître sa 5e édition grâce à la collaboration d'un jeune collègue qui a pris la relève pour l'enseignement sur le système politique des États-Unis. Pour moi, les Québécois ont parfois une fausse connaissance des États-Unis parce que comme nous sommes prêts, comme nous y allons souvent, comme nous voyons le cinéma américain, la télévision américaine, on a l'impression qu'on comprend les États-Unis, mais en fait, c'est une société compliquée, très compliquée, avec un système politique que je n'envie pas parce que il a fait la preuve de sa durabilité, mais il a aussi fait la preuve qu'il avait de la difficulté à prendre des décisions importantes. Voyons ce que vous avez commis par le passé, parce que vous avez publié, vous dites que vous n'êtes pas historien, mais vous avez publié dans plusieurs secteurs historiques de la vie politique, de l'éducation, de la vie intellectuelle, de la vie culturelle. Et en regardant la liste de vos publications, j'ai été intrigué par je dirais, l'émergence ou le fait que 3 figures vous semblent vous avoir particulièrement intéressé. Paul Gouin, Georges-Émile Lapalme, évidemment, et Noël Vallerand. Donc, 2 hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des hommes qui ont également fait une contribution à la vie culturelle. Est-ce que comment vous qualifieriez ou pourquoi vous vous êtes particulièrement intéressé à ces 3 figures? Est-ce qu'il y a une conjoncture particulière qui les a réunis dans votre esprit ou c'est le hasard? D'abord, je distinguerais Gouin et Lapalme, c'est une chose, Vallerand, c'est une autre chose, mais je vous en reparlerai. Gouin et Lapalme sont 2 hommes politiques québécois qui ont été porteurs de visions modernisatrices de la société québécoise. Dans les années 30, Paul Gouin a fait sécession du Parti libéral qui était au pouvoir depuis longtemps et pour former l'Action libérale nationale qui a développé un programme politique qui anticipe sur les réformes de la Révolution tranquille des années 60. Paul Gouin a connu un destin politique malheureux. Il a été littéralement dévoré par Maurice Duplessis, qui était un véritable requin politique. Et il a consacré beaucoup de la suite de sa vie à la protection, à la promotion, à la défense du patrimoine matériel et immatériel québécois. Moi, je me suis intéressé à lui parce que, d'une part, il avait cet intérêt pour le patrimoine et cette vision modernisatrice du Québec. Et parce que, quand on regarde Lapalme, Georges-Émile Lapalme, 20 ans, 25 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a une filiation d'idées. Et donc, c'est aussi un modernisateur de la société québécoise. On l'a décrit, René Lévesque, au moment de son décès, a décrit Lapalme comme étant le père de la Révolution tranquille. Bon, alors donc, mais ce sont 2 hommes politiques qui ont aussi connu l'échec. Et je me suis intéressé beaucoup à l'échec en politique. J'ai travaillé sur Honoré Mercier, dont la vie politique a fini dans le malheur. J'ai travaillé sur Félix Gabriel Marchand, qui en 1898 voulait faire adopter un ministère d'éducation au Québec qui a échoué. Alors, je me suis intéressé à l'échec chez un certain nombre d'hommes politiques québécois, sous des formes différentes, en publiant des recueils de textes ou ce que j'ai appelé des fictions historiques. Et il faut dire aussi que Georges-Émile Lapalme était connu de mes parents. Mais mon père était un militant du Parti libéral, donc la présence de Georges-Émile Lapalme dans la maison de mes parents, c'est des souvenirs très anciens de lui. Et c'est un personnage que moi, je trouve particulièrement intéressant dans l'histoire politique du Québec. Alors voilà pour ces 2 personnages, des hommes politiques qui avaient des idées modernisatrices, qui étaient très attachés aux choses culturelles. Lapalme a fondé le ministère de la Culture, mais qui en même temps ont connu l'échec. Dans le cas de Noël Vallerand,
c'est une affaire différente. Noël Vallerand était professeur à l'UQAM pendant les premières années. C'est un historien de formation. Et il a ensuite eu une carrière de gestionnaire universitaire et une carrière de gestionnaire culturel. Il a été sous-ministre de la Culture. Il a été directeur général de l'Orchestre symphonique de Québec. Il est mort très jeune. Il est mort à 48 ans. C'est un esprit brillant, presque un homme de la Renaissance, qui s'est intéressé beaucoup aux arts. Et au début de l'UQAM, il a fait un rapport sur l'intégration des arts à l'UQAM. Ça n'allait pas de soi, parce que quand on a créé l'UQAM, on a littéralement enfourné dans la même institution des écoles normales, le Collège Sainte-Marie et l'École des beaux-arts, qui avait déjà presque 40 ans de tradition. Et la formation qu'on dispensait à l'École des beaux-arts n'était pas découpée en morceaux de 3 crédits, comme la formation qu'on donne en milieu universitaire. Donc, Noël Vallerand s'est vu confier la tâche de réfléchir sur comment faciliter et faire réussir l'insertion des arts et de la création au milieu universitaire. Et en même temps, c'était un passionné de Gustave Mahler, qu'il connaissait à fond. Il avait une collection extraordinaire d'enregistrements de Mahler. Pour moi, c'est un personnage que j'ai croisé à quelques reprises. Il avait 8 ou 10 ans de plus que moi. Il était au Collège Brébeuf, finissant son cours classique, quand moi, j'y suis arrivé en 1956. Donc, c'est une figure qui a eu place dans ma vie à distance. Et j'ai trouvé que l'homme méritait que l'on fasse connaître sa réflexion à la fois sur les arts et sur la musique. Enfin, vous parlez de Gouin et de La Palme comme des hommes qui, en fin de leur carrière, ont connu l'échec, mais l'échec n'est sûrement pas la motivation qui vous a amené à les étudier. C'est-à-dire, justement, c'est la contribution et l'aspect un peu visionnaire de leur pensée qui, d'abord, vous a guidé. Tout à fait. Oui. Ce sont, je le disais il y a un instant, des modernisateurs, des porteurs de vision de modernisation. Ce sont des passionnés des arts et de la culture. Ce sont des gens qui ont compris que le Québec n'avait de sens que par son identité culturelle. Bon. Mais en même temps, ils ont échoué. Mercier a échoué. Marchand a échoué. Gouin a échoué. La Palme a échoué. Et il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup de destins politiques dans l'histoire du Québec qui sont des échecs. Et ça, je trouve ça à la fois révélateur de la société ou de l'identité ou de la nation québécoise et troublant. Si vous regardez, Jean Lesage, qui a présidé aux réformes de la Révolution tranquille, avait de grandes ambitions politiques personnelles. Il s'est fait battre aux élections de 1966. Il a donc fini abruptement sa vie, ses espoirs politiques. Alors, il y a beaucoup d'échecs dans le... Pensez aux gens qui ont été les porteurs du oui en 1980, en 1995. Ils ont échoué aussi. Pierre Elliott Trudeau a réussi au fédéral, dans les conditions que l'on sait. Alors, le thème de l'échec m'a intéressé, particulièrement chez les gens qui étaient porteurs de projets modernisateurs de la société québécoise. Est-ce que c'est un échec à court terme? Est-ce qu'on, dans la durée longue, si on pense à La Palme, est-ce qu'on peut dire, puisque ces idées vont finir par, on dit, percoler dans la société, est-ce que finalement, c'est pas une grande victoire? Oui, il faut effectivement nuancer les choses. Ils ont connu des échecs dans leurs projets politiques immédiats. Et La Palme a quitté en 1964 ayant le sentiment qu'il avait peut-être fait naître un ministère de la Culture, mais qu'il avait été incapable de lui procurer les moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Bon. Bien, vous savez, les choses humaines ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires. Hein? Alors, donc, il y a des nuances à apporter. Mais oui, je pense qu'un homme comme Gouin a joué un rôle considérable pour la sauvegarde du patrimoine matériel québécois, les choses de la vie quotidienne. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas un échec. Son projet politique était un échec. La Palme aurait voulu faire plus et il a quitté dans l'amertume. Mercier avait de grandes ambitions comme gouvernant, comme premier ministre, mais ses problèmes de caractère, ses faiblesses personnelles lui ont fait perdre le pouvoir. Vous concluez en disant « Le crépuscule d'une éducation, du cours classique en particulier, a aussi été la veille puis l'aube d'une autre époque, d'une autre éducation. Et il est vain de s'accrocher à ce que l'histoire a condamné. »
Il est peut-être vain de s'accrocher à ce que l'histoire a condamné, mais qu'est-ce que de ce crépuscule, de cette expérience de veille, on pourrait tirer qui puisse nous éclairer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette expérience centenaire, multicentenaire des cours classiques, donc vous dites c'est périmé, c'est condamné, l'histoire on n'en veut plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait conserver de ce long parcours, de cette longue nuit, si aujourd'hui on est dans la clarté, on est dans le jour? J'ai travaillé sur le cours classique dans des conditions qui vaut la peine, je pense, de préciser rapidement. Quand j'ai quitté le rectorat pour la première fois en 1996, je me suis dit, bon, ben là, je redeviens professeur, j'ai le temps de faire de la recherche, j'ai le temps d'écrire, et j'aimerais écrire sur l'éducation que moi j'ai connue en 1956 et 1964, le cours classique. Et avant de plonger, je me suis dit, tiens, si j'allais voir comment certains hommes québécois ont décrit le cours classique dans leurs souvenirs, leurs mémoires. Alors, j'ai fait un premier essai sur la mémoire du cours classique. J'en ai fait un deuxième sur le discours que les Jésuites, après la Deuxième Guerre mondiale au Québec, formulaient pour justifier le cours classique. Mais en réalité, je voulais aussi aller voir qu'est-ce que moi j'avais vécu. Alors, ce n'est pas un document autobiographique au sens où le « je » n'y est pas vraiment. C'est une étude du cours classique, précisément son crépuscule, au moment où il littéralement se décompose. Il y a quelque chose d'un peu pathétique là-dedans, mais c'est inévitable. L'histoire n'assure l'immortalité et l'éternité à rien ni personne. Ça m'est difficile de faire la leçon aux pédagogues actuels parce que ce sont des grands spécialistes de l'enseignement primaire et secondaire et je vais y aller de façon plus modeste. Mais si vous me posez la question, finalement, qu'est-ce que vous retenez de votre cours classique puisque vous en avez si longuement parlé? Je vous dirais essentiellement deux choses. Et là, je me sens une dette envers les Jésuites, qui étaient mes éducateurs. La première chose, c'est qu'ils nous ont fait voir 3000 ans de continuité historique, culturelle, linguistique. Aujourd'hui, je me trouve fortuné de voir d'où j'arrive, où je suis par rapport à une histoire de ce qu'on appelle l'Occident. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres parties du monde. Parfait, on est d'accord avec ça, mais ça donne que moi, je suis là en Occident. Ça, c'est la première chose que je... Donc, l'importance, à mes yeux, de situer chaque nouvelle génération par rapport à une continuité historique qui l'a fascinée. Pas pour l'emprisonner dans cette continuité, mais pour qu'elle sache, chaque nouvelle génération, d'où elle vient, pour savoir qui elle est, puis où est-ce qu'elle peut aller. Ça, c'est la première chose que j'ai trouvée très importante et très enrichissante. La deuxième chose, nous avons été contraints de travailler sur les langues, la langue française, le latin, le grec. Non pas qu'on doive restaurer aujourd'hui l'enseignement du latin et du grec, mais il faut impérativement faire en sorte qu'on acquiert les outils langagiers. Il faut être capable de lire et d'écrire. Et ça, c'est une dette que je me reconnais aussi. Alors, comment on fait ça dans le contexte d'aujourd'hui, dans les écoles d'aujourd'hui, avec les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui? Je ne le sais pas et je n'ai pas de leçon à donner. Mais je dis, un système d'éducation doit faire en sorte de situer chaque nouvelle génération dans une continuité historique et doit faire en sorte que chaque nouvelle génération maîtrise des compétences minimales d'écriture, de lecture, de langue. Voilà. Cool.
un de vos textes, justement, de vos premiers textes, portait sur une anthologie des débats sur l'éducation du Québec de 1945 au rapport Parent. Et donc, c'est dans cette période, j'imagine, qui est aussi celle de la fin du collège classique, que vous avez vu transformer justement les idées qui portaient la réforme du système pédagogique. Quels étaient ces enjeux, quels étaient ces débats si importants qui ont amené finalement le gouvernement à accepter de créer cette commission parents? Et donc, depuis 1945, vous dites, donc ça datait déjà d'un certain temps. En fait, quand on regarde les choses en plus longue période, on se rend compte que même à la fin du 19e siècle, lorsque Félix-Gabriel Marchand, premier ministre libéral depuis à compter de 1887, veut créer un ministère de l'Éducation, il y a des idées qui se brassent au Québec. Et on parle d'une éducation plus pratique, avec des savoirs plus concrets, plus appliqués. Dans les années 20, notamment dans le contexte de la création de l'ACFAS, l'Association francophone pour l'avancement du savoir, il y a des débats sur l'éducation. On dit moins de grec, moins de latin, moins d'histoire, plus d'anglais, plus de sciences, plus de technique. Donc, vous voyez, les idées se brassent en longue période. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des débats extrêmement poussés au Québec sur les enjeux de l'éducation. Mais là, ça tourne autour d'un certain nombre de grandes idées. Mieux financer le système d'éducation, le rendre accessible, soutenir la fréquentation scolaire, la gratuité, si possible, jusqu'à l'université. Et ça prépare le rapport parent. Il y a des grandes conférences qui ont lieu au Québec à la fin des années 50 avec des gens du milieu, de toutes sortes d'organismes, sur la réorganisation de l'éducation. Dès 1956, la commission Tremblay, qui traitait de la Constitution canadienne, avait dit au gouvernement Duplessis, il faut que vous fassiez une commission d'enquête sur les questions d'éducation, parce que ça va devenir de plus en plus important dans la société québécoise. Alors donc, ces débats de société fructifient en quelque sorte dans les travaux de la commission parents. Ce que fait la commission parents, c'est qu'elle ramasse toutes sortes d'idées. Parce qu'il y a des audiences, il y a des études de mémoire, il y a des examens de systèmes étrangers. Elle ramasse toutes sortes d'idées pour reconstruire un système d'éducation. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que c'est une transformation en profondeur de la société québécoise. C'est pas arrivé souvent. Alors, c'est une période intéressante, c'est une période riche, et je pense que les historiens peuvent encore faire beaucoup de millages dans l'étude de cette période. Nous devons avoir énormément de respect pour les membres de la commission parents, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Maintenant, ils n'ont pas eu seuls les idées. Comme je vous l'ai dit, tout au long des années 50, il y a des débats dans la société. Il y a même une espèce de pré-commission parents, un comité du Conseil d'instruction publique en 1952-53 qui pose un certain nombre d'idées concernant la réorganisation du système d'éducation québécois. Mais les commissaires, ensuite, ont fait des audiences, ont sollicité des mémoires, sont allés voir ailleurs. Donc, ils ont ramassé beaucoup d'idées. L'image que je vous donnerais, c'est un peu comme un sablier. Hein? Le sable passe par un point central et il retombe en place. Alors, dans le fond, la commission parents a ramassé toutes sortes d'idées, les a structurées, les a ordonnées. Elle a réussi des choses importantes, comme par exemple créer un ministère de l'Éducation, comme par exemple créer un système d'enseignement public gratuit jusqu'au cégep inclusivement, créer le cégep. Le cégep, c'est pas une idée qui vient de la commission parents. Elle a été présentée par des mémoires à la commission parents. Alors donc, mais c'est un effort de réflexion de société majeur. Et moi, j'ai voulu qu'on ne perde pas ça en faisant une anthologie de débats sur l'éducation au Québec durant les années 45 à 60. Comme j'ai voulu faire une anthologie du rapport parent. C'est un document fondateur de la société québécoise contemporaine. Ça ne se lit pas de la première à la dernière page, sauf les spécialistes, mais il y a des pages qui sont pertinentes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce travail. Parmi un de ceux qui, les premiers, ont mis du sable dans ce sablier, donc il y a Honoré Mercier, qui, dès la fin du 19e siècle, a cette vision sur une éducation réformée. Est-ce que c'est par
son intérêt justement pour la pédagogie, pour l'instruction, que vous vous êtes intéressé à Mercier, ou parce que c'était une figure d'échec avant la lettre? Je me suis intéressé à Mercier parce que j'ai constaté que ses discours... Mercier avait été décrit par Sir Wilfrid Laurier comme étant le plus puissant orateur du Canada français. Alors, je suis allé voir les discours, puis il a une carrière politique impressionnante. Alors, je me suis intéressé à Mercier en me disant, on va essayer de rendre ses discours accessibles, ses textes accessibles. Et j'ai regardé sa carrière politique. Et donc, j'ai publié un livre de discours de Mercier pour le faire connaître comme penseur, comme homme politique, comme visionnaire, comme modernisateur, lui aussi. Puis après ça, je me suis dit, ma foi, peut-être qu'on pourrait raconter la vie de Mercier comme s'il l'avait raconté lui-même. Et j'ai fait ce que j'ai appelé une fiction historique. Quand les gens me disent, pourquoi est-ce que je fais des fictions historiques et non pas des romans, je leur dis, mais je n'ai pas d'imagination. Alors, j'aime mieux partir d'un objet réel et d'essayer de le comprendre. Oui. En fait, puisqu'on parle de ce volet de votre écriture, puisque vous avez aussi consacré une pièce de théâtre à La Palme, dans un dialogue avec son sous-ministre. Oui, en fait, oui. Et donc là aussi, la forme de la fiction, puisque vous n'étiez pas dans cette salle au moment où ils ont discuté, donc vous connaissez très bien leurs idées, et vous en faites une pièce de théâtre dans ce cas-là. Dans l'autre cas, il s'agit plutôt d'un journal, vous faites quelqu'un qui se raconte. Justement, cette forme littéraire, disons, pour ne pas utiliser la fiction, là, vous dites qu'elle est très documentée, mais vous choisissez de ne pas la traiter sous forme d'un texte historique, mais en passant par l'imagination. Mais est-ce que vous pensez que c'est un moyen plus efficace pour traduire la pensée de ces personnes-là que d'utiliser ce moyen? Mais écoutez, je vais être candide. J'ai fait ça parce que ça me tentait, puis j'ai eu du plaisir à faire ça. Parce que j'ai mis en scène un personnage historique pour lequel j'avais beaucoup d'estime et que je pense que je connaissais un peu, j'ai beaucoup lu ses mémoires puis ses textes. J'ai donc un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Dans un moment critique de sa vie, dans une confrontation avec à la fois un fonctionnaire qui lui empêche de dépenser son budget et un premier ministre qui n'a plus de respect pour lui. Et c'est la situation de l'homme qui, à un moment donné, dit « Je ne suis plus capable, je suis brisé, c'est fini ». Alors, ça me paraissait se prêter à un traitement dramatique. D'ailleurs, la pièce a fait l'objet de quelques lectures publiques et j'ai trouvé ça absolument fascinant de voir comment des personnages peuvent prendre vie. Dans le cas de Mercier, je me suis dit, faisons-lui raconter sa vie à la première personne. C'est des mémoires qu'il communique à son notaire à la fin de sa vie, pour essayer de comprendre sa vie, puis comprendre ce qui lui est arrivé. En fait, j'ai essayé des façons différentes de faire des fictions, ce que j'appelle des fictions historiques. J'ai travaillé sur Gouin, vous l'avez mentionné. Dans le cas de Gouin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait parler 4 personnages qui racontent Gouin, vu de l'extérieur et de l'intérieur. 2 sont des associés politiques, 1 c'est Maurice Duplessis, puis le dernier c'est Gouin lui-même qui s'explique. C'est pour ça que j'appelle ça une fiction historique. Mais d'abord, j'aime ça faire ça. J'ai aimé ça faire ça. Je ne ferai pas ça éternellement. Et ensuite, je trouve que ça donne une façon de réfléchir sur le destin politique et le destin de la société québécoise. Une façon différente, c'est de passer l'information et le message de ces personnes, ces personnages-là. Alors, vous savez, le roman historique a été fait par de grands noms. Hein? On connaît Marguerite Yourcenar, mais moi, je trouve ça fascinant ce qu'elle a fait. Alors, à mon échelle, j'ai fait des choses de même inspiration. Mm-hmm. Oui, parce il faut très bien connaître la pensée pour réussir à la traduire, justement, dans le cas de cette conversation de La Palme, en mots, parce que, comme vous disiez, vous n'étiez pas là au moment où ça s'est passé, mais vous connaissez tellement son parcours que vous réussissez à le traduire. Si on passe quelques instants justement sur la figure de La Palme, vous disiez donc que vous avez eu l'occasion de le voir ou de l'entendre très jeune dans un cadre familial, c'est ce qui était fait exceptionnel, mais La Palme est quelqu'un qui a beaucoup écrit, et en particulier son journal, magnifique texte
qui heureusement a été publié. Est-ce que vous avez eu accès à l'original de ce texte? Écoutez, d'abord, je vais raconter une histoire. À l'été 1959, donc un an après avoir quitté la direction du Parti libéral, La Palme s'est installé pour écrire un essai qu'il a intitulé « Pour une politique ». Et c'est à partir de là qu'on a fait le programme, que Jean Lesage lui a demandé de faire le programme des élections du 22 juin 1960. Or, moi, quand j'étais jeune, enfin, j'étais chez mes parents, même après, je savais l'existence de cet essai de La Palme. Et un jour, je lui ai demandé pour le lire. Mais La Palme, c'était un homme un peu difficile d'abord, l'accès. Il n'a pas répondu. Bon. Alors là, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, peux-tu demander à Madame La Palme, parce que les La Palme étaient souvent chez mes pères, peux-tu demander à Madame La Palme si c'est possible que j'ai accès à ce texte? Ça n'a rien donné. En 1987, il y a eu un colloque à l'UQAM sur Georges-Émile Lapalme, le premier d'une série de colloques sur les leaders politiques du Québec contemporain. Et au sortir de ce colloque, la famille Lapalme était tellement heureuse qu'ils ont donné les archives de Lapalme aux archives de l'UQAM, dont l'essai en question, Pour une politique, qui a été publié grâce à Robert Comeau 2 ou 3 ans plus tard chez VLB, je pense. Et Lapalme a écrit des mémoires. Ce sont de très intéressants mémoires. C'est des mémoires où il a un talent d'écrivain, un talent de portraitiste fort important. Il raconte toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas. Bien sûr, c'est des mémoires d'un homme politique, donc il y a un biais. Mais ce qui est intéressant de savoir à propos de Lapalme, c'est que au moment où il écrivait ses mémoires, paraissaient à Montréal 2 livres de l'écrivaine Claire Martin, des autobiographies. Et Lapalme, dans son journal, raconte qu'en écrivant ses mémoires, il ne sait plus s'il écrit bien ou pas bien quand il lit à côté de ça ce que Claire Martin écrit. Ah oui, j'ai regardé les mémoires de Lapalme, j'ai regardé son fonds d'archives. Ça m'a permis de publier 2 anthologies de textes de Lapalme. L'un des discours, l'autre, ses écrits sur la lecture, la littérature et l'écriture. Parce que c'est un personnage à plusieurs dimensions. Vous y contribuez d'ailleurs et vous avez publié des livres sur les livres québécois remarquables du 20e siècle, un livre sur les bibliothèques québécoises remarquables également, et un peu en corollaire des 2 ouvrages sur les monuments intellectuels québécois du 20e siècle et les monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. C'est-à-dire que vous avez tenté, ou vous avez souhaité faire ressortir justement de cette immense contribution littéraire que les auteurs québécois ont fait dans le passé, certains ouvrages qui vous apparaissaient plus importants que d'autres. Donc là, il y a comme un besoin de distinguer ou de souligner, de marquer certains textes qui vous apparaissent dans notre vie intellectuelle et comme remarquables, vous l'avez dit dans le titre, ou qui sont des monuments. Comment est-ce qu'on arrive, quels sont les critères qui vous amènent à décider, à choisir tel texte par rapport à un autre? Parce que j'imagine que le tri ne doit pas être facile à faire dans toutes ces publications. Comment se fait ce travail? Alors, quand j'ai fait des ouvrages comme les monuments intellectuels, soit québécois du 20e siècle ou de la Nouvelle-France à la fin du 19e siècle, quand j'ai fait les livres québécois remarquables du 20e siècle, tout ça, là, pour moi, en rétrospective, ça fait partie de ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire une défense et illustration de la nation québécoise. Pour montrer que dans cette nation, il s'est développé des produits, des réalisations intellectuelles et culturelles de valeur. Là, vous me demandez comment fait-on pour trouver 26 livres ou 20 livres? Bien, écoutez, c'est en fouillant, en lisant des histoires de la littérature, en lisant des histoires des sciences au Québec, en lisant l'histoire du Québec, en fouillant des bibliothèques. Il n'y a pas de choix parfait et j'ai des regrets. Je pourrais vous dire, par exemple, que dans les monuments intellectuels québécois du 20e siècle, je pourrais vous identifier des livres que je regrette de ne pas avoir inclus. Mais je ne pouvais pas inclure des milliers de livres. Il fallait choisir des monuments intellectuels. Mais j'avais quand même quelques critères.
Par exemple, que ce soit des ouvrages fondateurs d'une discipline, d'un courant de pensée, d'une activité intellectuelle. Alors, ça se bâtit tranquillement, pas vite. Puis là, j'ai consulté toutes sortes de gens, à gauche et à droite, des historiens des idées, des historiens de la littérature, des historiens des arts. Puis ils me disaient, ah oui, mais t'as oublié un tel, celui-là ne mérite pas. Puis là, je brassais ça. Mais c'est mon choix, ultimement, avec les forces et les faiblesses que ça peut revêtir. Dans le cas des monuments, des 2 ouvrages sur les monuments intellectuels, c'est vraiment mon choix de livre. Dans le cas des livres québécois remarquables, je me suis fait aider par les gens de Bibliothèque Archives nationales du Québec. J'ai une dette envers Sophie Montreuil, qui a longtemps travaillé à la Grande Bibliothèque et qui est à la direction de l'ACFAS. Nous avons fouillé dans les trésors de la Bibliothèque nationale du Québec pour trouver de beaux livres, des livres qui sortaient de l'ordinaire, pas par leur contenu, mais par leur matérialité, par le corps qu'ils constituaient. Puis pour les bibliothèques remarquables, bien écoutez, je fouille, je regarde à gauche, à droite. Puis on découvre des choses étonnantes. Par exemple, il y a pas loin de Montréal une bibliothèque entièrement consacrée aux chemins de fer, avec des milliers de documents sur les chemins de fer. Mais je me disais, ce sont des richesses qui témoignent de l'identité profonde du Québec, et c'est ça que j'ai voulu faire connaître par les gens. Et dans tout ça, c'est toujours un effort, je vais employer le mot de vulgarisation, mais disons, de rendre la connaissance plus facilement accessible. Mais moi, j'ai passé 40 ans de ma vie et plus à l'UQAM qui avait comme une vocation d'accessibilité. Dans mes productions intellectuelles, j'ai aussi ce souci d'accessibilité, en s'adressant aux gens qui peuvent avoir des curiosités pour le passé. Le passé qui construit le présent et l'avenir. Et j'aimerais qu'on en aborde dans ce dernier segment de notre entretien, votre implication, votre engagement dans toutes sortes de causes, d'organismes, de situations qui vous font sortir justement de ce cadre de recherche, de publication ou d'administration, puisque quand on regarde votre feuille de route, on voit que vous allez du comité de surveillance de l'UPAC au conseil d'administration du TNM, à la présidence de la table de concertation du Mont-Royal. Donc, il y a un spectre là extrêmement large d'activités, la vie des forces constabulaires, de la police, jusqu'à la culture dans ses implications au théâtre ou dans les musées. Donc, est-ce que, j'imagine qu'on vous sollicite à cause de votre talent d'administrateur d'abord, ou on sait que votre intérêt également pour la culture? Comment est-ce qu'on est venu chercher Claude Corbeau pour s'intéresser à toutes ces causes ou qu'on vous a soumis? J'imagine que vous avez autre chose à faire que d'aller frapper à la porte et dire est-ce que je pourrais travailler ici? Alors, est-ce que c'est votre rayonnement dans le milieu qui vous a... J'imagine qu'il y a une forme de connaissance de l'individu ou d'une notoriété de l'individu qui suscite des idées. Vous savez, la première fois que j'ai fait un mandat sur les questions policières, parce que ça, j'en ai fait plusieurs, j'étais recteur à l'UQAM en 1989. J'ai reçu un appel du ministre de la Sécurité publique de l'époque, Claude Ryan, que j'avais connu quand il était à l'Éducation. Et il me dit, j'ai formé un comité pour étudier les relations entre les communautés noires de Montréal puis la police de Montréal, puis je me cherche un président. Là, je me demandais s'il n'allait pas me solliciter des suggestions. Puis il dit, je voudrais que vous soyez président. Bien, j'ai dit, monsieur Ryan, je ne connais rien aux affaires policières. Il dit, c'est exactement la raison pour laquelle il faut que vous soyez président. J'en ai fait un, puis j'en ai fait d'autres. Donc, ça fait un petit peu boule de neige. J'ai travaillé sur la police, effectivement. Je suis encore sur des questions policières. J'ai travaillé sur le patrimoine. Nous avons même fait ensemble une étude sur les musées, le destin des musées québécois. J'ai eu le privilège insigne d'être consulté par les gouvernants sur des enjeux de société importants. J'ai toujours accepté ce genre de défi, non pas parce que je me prétendais connaisseur de l'enjeu en cause, mais j'avais le sentiment que je pouvais écouter les gens du milieu, discuter avec eux, voir quelles idées ils avaient, puis voir comment on pouvait construire
une nouvelle façon de gérer les musées ou construire une nouvelle formation pour le personnel policier. Alors, j'ai fait ça. Ben là, en fond, comme un amateur distingué, diraient les méchantes langues. Mais c'est peut-être parce que, dans le fond, au fur et à mesure qu'on accumule des expériences diversifiées qui vont de l'enseignement à la gestion d'une université, on apprend, on développe des habiletés, des compétences. Puis, on regarde un dossier qu'on ne connaît pas. Puis, comme on ne le connaît pas, on creuse. Et, pour vous faire une confidence, la première fois que quand j'ai fait un rapport seul sur la police, sur la formation policière en 97, je me suis dit, il faut que les recommandations que je formule soient extrêmement bien étayées parce que je ne suis pas un spécialiste de la police, je ne suis pas un criminologue, et si mes recommandations ne sont pas bien fondées, justifiées, je vais me faire déculotter sur la place publique. Alors, j'ai été très prudent. Mais j'ai constaté que des recommandations que l'on fait finissent par entrer dans les lois, et ça, c'est un motif de très grande satisfaction personnelle. Et pour compléter là-dessus, je vous dirais que le domaine où j'ai le moins bien réussi dans mes recommandations, c'est les affaires universitaires. En 2013 et en 2016, par 2 ministres de 2 gouvernements différents, on m'a demandé de faire une consultation puis de faire une réflexion sur la création au Québec d'un conseil des universités. Il y en a eu un de 1968 à 1993, on l'a aboli. Alors, j'ai fait 2 rapports sur la création d'un conseil des universités en consultant très largement le milieu universitaire, et ça n'a rien donné. Alors que les rapports que j'ai faits sur la police ou sur les musées ont peut-être donné un peu plus de résultats. C'est la vie. Un secteur sur lequel vous êtes beaucoup intervenu, c'est celui du patrimoine également, tant à la table de concertation, mais également dans des rapports, avec Mme Courchaine en particulier. Je dirais que vous avez, en les regardant, que vous avez une conception écologique du patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine est toujours vu dans son contexte, dans son environnement, et c'est une conception très proactive, c'est-à-dire qu'elle vise beaucoup la protection, l'entretien, la restauration du patrimoine. Est-ce que c'est cette perception-là, parce que le patrimoine, évidemment, c'est ce qu'on s'approprie, c'est ce qu'on continue de vouloir faire rendre vivant, qui nous vient du passé. Cette conception-là du patrimoine elle vous est venue justement en discutant avec les collègues, dans ces tables de concertation, dans ces groupes de réflexion, parce qu'elle est relativement, je dirais, nouvelle. Elle n'est pas du tout passéiste et tournée uniquement dans ce que le passé nous apportait, mais comment le passé peut justement être transmis à l'avenir. Bien, vous savez qu'à l'UQAM, nous avons recyclé des immeubles pour en faire des immeubles vivants qui vont traverser encore des décennies après en avoir déjà vécu plusieurs. Et donc, pour moi, préserver ces immeubles, c'est leur donner une vie, leur poursuivre la vie. C'est rendre hommage à tous ces ouvriers, ces artisans complètement anonymes qui les ont construits. C'est faire voir la continuité de l'effort d'une société. C'est faire en sorte qu'une société soit à la fois capable de conserver et d'exploiter, d'utiliser les immeubles de son passé et de construire des choses nouvelles pour les besoins actuels. Et dans le fond, si vous allez voir les villes européennes, pourquoi va-t-on voir avec passion les villes européennes? Parce qu'on y a une richesse architecturale qui se déploie depuis plusieurs siècles et qu'on a préservée. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose aujourd'hui? C'est ce que disait Gouin dans les années 30, c'est ce que disait La Palme dans les années 50. Donc, c'est une question de qualité de vie, c'est une question de continuité, d'enracinement dans l'histoire et d'utilisation d'édifices qui peuvent encore être utilisés et de préservation de l'environnement. Parce que quand on démolit un édifice pour le reconstruire, pour construire autre chose, on consomme des matériaux. Quand on recycle un immeuble, on le garde en vie et on économise les matériaux de l'environnement. Dans le contexte de la table de concertation du Mont-Royal, là, c'est un peu différent parce que
Dans les rapports que j'ai pu faire avec Michel Courchaine, entre autres sur le patrimoine, nous mettions de l'avant des idées très précises. Dans le cadre de la table de concertation du Mont-Royal, c'est un lieu d'échange entre les parties prenantes du Mont-Royal. Mais pourquoi ne pas conserver vivant un lieu où il y a de l'histoire, où il y a de la nature? On dit le Mont-Royal, c'est les 4 S. Le sacré avec l'Oratoire Saint-Joseph, le savoir avec les universités, la santé avec les hôpitaux, puis le souvenir avec les cimetières. C'est un lieu extraordinaire. Alors moi, j'ai passé pendant 15 ans des séances de la table de concertation à essayer de faire en sorte que des gens qui aient des idées puissent les ajuster les unes aux autres pour qu'on préserve cette figure emblématique de Montréal. Mais encore une fois, c'est ayons des racines pour savoir où on va aller dans l'avenir. Par rapport à ces racines, puis pour terminer notre revue, le temps file malheureusement, lors d'une entrevue récemment à Héritage Montréal, vous avez pris une position par rapport justement à la manière de penser l'histoire, de penser notre rapport au passé. Vous invitez une certaine indulgence envers le passé. Vous dites qu'il faut éviter de faire de procès des générations antérieures. Et présentement, on est dans une situation intellectuelle, idéologique, qui nous invite justement, ou qui fait en sorte qu'on n'est pas très généreux envers nos ancêtres. On les déboulonne allègrement, on revisite leur pensée et on l'éradique à l'occasion. Vous avez un point de vue plus tolérant là-dessus. Vous dites, soyons conciliants, essayons de connaître la pensée et leur rapport tel qu'il était sans le juger. Dans le fond, là, on ne peut pas tenir grief à des gens qui ont vécu il y a 2 siècles de ne pas avoir les idées que nous avons aujourd'hui sur la condition des femmes, sur l'égalité des peuples, ainsi de suite. Écoutez, l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est de construire progressivement. Alors, je dis, oui, il faut connaître les erreurs du passé. C'est indispensable de connaître les erreurs du passé. C'est indispensable de connaître ce qu'on a fait aux nations autochtones au Québec, aux enfants autochtones. C'est essentiel de connaître ça pour savoir qui nous sommes, ce que nous avons fait et pour ne pas recommencer. Mais en même temps, on ne peut pas dire tel personnage d'il y a 2 siècles doit être pendu en effigie parce qu'il n'a pas les valeurs que nous avons aujourd'hui. Et ça, je le dis parce que nous sommes aussi de futures générations antérieures. Comment serons-nous jugés au Québec dans 50 ans quand les gens vont voir comment on a parqué des gens âgés dans des résidences où la COVID les a tués, au-delà du nombre normal de décès? Alors, soyons pas nécessairement indulgents envers le passé. Soyons capables de reconnaître que le passé a fait des choses valables et qu'il a fait des choses qui, selon nos jugements d'aujourd'hui, nos critères d'aujourd'hui, étaient condamnables. Et apprenons de cela, mais sachons que nous serons nous-mêmes jugés dans 50 ans ou dans 100 ans et qu'on sera peut-être sévèrement jugés pour des choses qui nous paraissent aujourd'hui normales. Puis c'est bien entendu. Merci beaucoup, Claude Corbeau, pour ces propos. À bientôt. Merci de votre hospitalité. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Nous tenons à remercier le professeur et gestionnaire universitaire Claude Corbeau, ainsi que son intervieweur, le professeur et historien de l'art Laurier Lacroix. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de la Société historique de Montréal, sociétéhistoriquedemontréal.org, ainsi que sur notre page Facebook. Ici Mario Robert, je vous dis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.